Des animés avec peu d'épisodes mais capables de totalement te chambouler et de te remettre en question, il y en a très peu. Mais aujourd'hui, on va parler d'une de mes œuvres favorites que j'ai découvert récemment et qui m'ont totalement fait kiffer, et je parle bien de Cyberpunk Edgerunners. Tu sais bien, l'animé qui a sauvé le jeu, qui porte quasiment le même nom, Cyberpunk 2077, car oui, on voit qu'il y a eu un pic de nouveaux joueurs sur le jeu, après qu'il y ait eu un lancement totalement misérable du jeu pour les personnes qui attendaient ce dernier. Mais pour les personnes qui ont découvert Cyberpunk et son univers via l'animé, ils ont eu aucune appréhension du jeu, ils ne l'attendaient pas et ils ont pris une claque en jouant à ce jeu. Mais bon, c'est bien beau toute cette data sur Cyberpunk, mais qu'est-ce que ça raconte réellement? Ce banger raconte l'histoire d'un jeune garçon vivant dans un monde où le transhumanisme règne, mais qui vit pour accomplir les rêves de ses proches. Entre autres, devenir un cadre puissant de l'une des plus grandes institutions que représente Arasaka. Étudiant dans une des nombreuses écoles de cette méga corporation, David Martinez est plutôt prometteur, malgré ses problèmes d'argent. Mais que se passe-t-il quand un individu de la classe populaire intègre les hautes sphères de la société? Celle où si tu n'as pas d'argent, tu n'existes pas. Le savez-vous? Non. Il est mis dans la case des parias. Il est nul, inutile, rejeté par ses pairs dans son école. Et donc, il est détesté pour une seule chose, être plus pauvre que les autres. C'est donc naturellement qu'il essaye tant bien que mal de convaincre sa mère d'abandonner son rêve. Lui préfère largement travailler pour faciliter la vie de sa mère, car oui, la pauvre travaille durement pour directement réinjecter ses économies dans l'éducation de son fils. Et un jour terrible, un accident a lieu. Et c'est là que l'histoire commence. Que va devenir David? Ça, je ne vais pas vous le raconter, parce que j'aimerais que toi, tu aies, à la fin de cette vidéo, envie d'aller voir ce banger, ce classique, et que tu puisses revenir sur cette vidéo et participer à l'analyse de cette œuvre. Avec ce court synopsis, on comprend rapidement que l'œuvre aborde des sujets très complexes, très graves, et qui sont d'actualité dans notre société actuelle. On parle de la souveraineté des méga entreprises, des méga corporations dans cette œuvre. Par exemple, on parle de la société, des individus qu'elle rejette et des individus qu'elle fait monter au stade de roi, d'empereur. Et pour être plus précis, on pourrait simplement parler de marginalisation sociétale. C'est quelque chose qu'on remarque dans la vie de tous les jours quand on analyse la structure de la société. Un individu qui naît dans le mauvais environnement se voit directement vivre dans une prison à ciel ouvert. Il aura un plafond de verre au-dessus de la tête, et ça, tu le remarques directement à Night City. Comment la ville est construite, tu le vois directement. Les gens qui vivent dans Night City et les plus pauvres sont bloqués, ils sont piégés dans cette cellule qu'est leur ville. Certains veulent devenir le meilleur Chum, d'autres veulent se tenir sur le sommet de la tour d'Arasaka, et certaines veulent tout simplement aller sur la lune. Bon, simplement, c'est un grand mot, mais pour la réalité de l'œuvre, c'est plutôt facile, il faut juste l'argent. Mais quand ton point de départ, ton spawn pour les nerds, c'est les bas-fonds de Night City, ce rêve est très compliqué. Et pour l'atteindre, il va falloir donner énormément de sa personne, prendre des risques, quitte à même se sacrifier. La vie est donc beaucoup plus complexe quand on spawn au mauvais endroit. Oui, je parle comme un nerd, car j'en suis un. Manger des cartes graphiques. Cependant, quand on a en face de nous un individu spécial plus fort que les autres, ayant une capacité de résistance plus haute face aux implants technologiques, alors ce personnage peut changer les choses, non? Si le transhumanisme ne l'ébranle pas, qu'est-ce qui peut réellement le faire trembler? Mais à ce stade de la vidéo, il est très important de définir le transhumanisme. Donc le transhumanisme, c'est tout simplement le fait de booster, d'améliorer les capacités humaines, que ce soit physiques ou mentales, psychologique, peu importe, par la technologie, via le biais des implants. Et il y a deux sens à ça. Par exemple, il y a le bon côté des choses, le côté de la lumière, où par exemple tu as un amputé qui obtient l'implantation d'une prothèse capable d'imiter la main humaine, ou alors il y a ceux qui vont limite se mutiler pour obtenir ces nouvelles capacités, parce qu'ils estiment que le robot est plus fort que l'humain. Et c'est un thème très présent dans Cyberpunk. Et on voit que dans Cyberpunk, les humains sont poussés à se transformer totalement et devenir limite des armes. On a par exemple Adam Smasher, qui n'a plus rien d'humain, qui est limite une tourelle automatique sur Black Ops 6. Donc c'est une dinguerie. Malgré tout, rares sont les humains qui sont capables d'atteindre un tel niveau de chrome. On les appelle comme ça. Quand tu te chromes, c'est quand tu deviens métallique. Parce que la couleur du métal est généralement chromée. Même si dans l'œuvre, on voit qu'il y a des revêtements type peau humaine. Mais David, lui, fait partie de ce petit pourcentage d'humains capables de tank tout ce chrome. En comprenant cela, on voit directement le thème du sacrifice arriver. Il vient avec ses grosses bottes, tu le sens arriver. Tu sais que David, il va devoir se chromer énormément, quitte à devenir fou, pour sauver soit ses proches, soit leur permettre d'atteindre leurs objectifs personnels. Et quand on a cet objectif, on a également le symptôme du héros.
On veut sauver coûte que coûte les individus qui nous sont chers, qui nous sont proches, même si on doit se perdre dans le process, dans le mouvement. Et c'est là que j'ai énormément aimé David. Pourquoi? Parce que c'est pas le type de héros tout blanc. Il est grisâtre. Il y a du bien en lui, mais il y a du mauvais. Et je peux comprendre qu'on puisse ne pas aimer David parce qu'il t'énerve. Il fait des actions où il prend énormément de risques pour sauver des gens qui sont déjà condamnés. Mais il va vouloir y aller, il va sauter avec ses dents en avant pour tout simplement voir de lui-même s'il est capable de sauver. Et pourquoi il est devenu comme ça? Tout simplement, dès le départ, tu vois la raison. C'est parce qu'il n'a pas pu sauver un être cher. Je ne vais pas te dire lequel parce que je ne veux pas te spoil et que j'ai pas mis de barrière anti-spoil, mais plus tard dans la vidéo, je vais te prévenir quand tu vas vraiment devoir quitter la vidéo si tu n'as jamais vu l'œuvre. Également, dans Cyberpunk Edgerunners, on parle énormément de la solitude. David Martinez est un personnage très solitaire. Pourquoi? Parce qu'il est le seul, il pense être le seul capable d'accomplir une mission. Une mission, sauver ses proches, donner un objectif, accomplir leur rêve. Car, toute sa vie, dans toute sa jeunesse, il n'a vécu que pour une seule personne. Pour sa mère. Il a voulu rendre le rêve de sa mère possible, qui elle rêvait tout simplement qu'il soit cadre chez Arasaka, qu'il puisse avoir un avenir hors de Night City, qu'il puisse s'enfuir des griffes de cette ville. Et c'est là que vous voyez vraiment tous les vices de la société, que ce soit actuel ou dans l'œuvre. On voit tout simplement que les réalisateurs ont peint notre société dans des normes extrêmes. Ils ont poussé les vices au maximum, mais quand tu regardes Cyberpunk Edgerunners, tu ne reconnais pas le monde matériel car on ne vit pas là-dedans, mais le fond de l'œuvre, tu le reconnais. Donc tu peux passer totalement à côté si tu ne réfléchis pas du tout. Tu peux passer à côté des messages de l'œuvre. Mais si tu réfléchis un minimum sur les actions que tu vois, ou comment est construite la ville, ou comment est construite la société, eh bien tu es obligé de voir les fondements similaires de nos deux axes de vie tout simplement. Et pour appuyer ce que je dis, dans Cyberpunk, il y a pas mal de choses similaires à notre vie actuelle. Bon, peut-être pas en France, mais dans d'autres pays comme les USA et compagnie, on voit directement la critique de ces pays. Par exemple, dans Cyberpunk Edgerunners, les citoyens peuvent souscrire un abonnement ou, s'il t'arrive un malheur, un accident, quelque chose, la Trauma Team, donc c'est une escouade d'urgence qui a seul but de venir te sauver. Et s'il t'arrive quelque chose, le moindre malheur, eux vont venir te chercher peu importe ce qu'il se passe. Mais si tu as le malheur d'être pauvre et de ne pas pouvoir souscrire à cet abonnement premium, si il y a 2-3 individus mourants et un individu mort ayant souscrit cet abonnement, ils vont venir chercher la personne morte. Ils en ont rien à foutre de venir te sauver la vie. Si tu n'es pas assez riche pour les financer, évidemment. Et en France, peut-être que au niveau de la santé, c'est pas totalement pareil. Vu que en France, on essaye de te soigner puis de te faire payer. Mais au States, c'est l'inverse. Tu payes, puis tu es soigné. Et en voyant ça, tu es obligé de faire le rapprochement entre les deux. Et je pense que c'est ça que j'ai grave kiffé, c'est le miroir extrême de notre société. J'ai trop kiffé voir notre monde poussé à l'extrême et voir comment il peut tourner. Parce que on pourrait dire que c'est un what if. Et on peut réfléchir à ce qu'il se passerait dans notre monde actuel si la technologie devenait plus forte que l'humain. C'est déjà le cas actuellement où on voit des champions d'échecs se faire exploser la gueule par une IA, ou même l'essor de l'intelligence artificielle qui peut coder des sites pour toi, qui peut te remplacer totalement. C'est terrifiant quand même, ça fait peur. Et des raisons qui expliqueraient pourquoi j'ai tant d'attachement à cette œuvre, il y en a des tas, et on va en parler. Il y a la direction artistique, elle est incroyable. Que ce soit les couleurs, comment sont dessinés les personnages, le chara-design qui sont tous différents les uns des autres, les musiques, les OST qui te font pleinement plonger dans l'œuvre, et surtout, les musiques qu'on a dans Cyberpunk, quand tu les écoutes, tu revois l'œuvre. C'est pas juste des musiques limite prises aléatoirement, non. On a choisi des musiques qui ont un sens avec l'œuvre. Par exemple, tu peux écouter cette musique. Et tu peux te dire que c'est la musique de David. C'est David qui parle à Lucy par exemple. Mais ça on reviendra plus tard sur les personnages. Donc l'ambiance générale de l'œuvre est juste folle. Comment la ville est faite, etc. C'est juste incroyable. Comment le sang dévastant est utilisé, c'est juste fou. Ou même la cyberpsychose. J'ai kiffé comment ils ont retranscrit la psychose liée aux implants technologiques. J'ai vraiment kiffé, c'était vraiment incroyable. Au-delà de la direction artistique, j'ai vraiment kiffé les thèmes abordés dans l'œuvre. Mais surtout, j'ai kiffé comment ils sont abordés. On ne te guide pas par la main, tu vois. On ne te les crache pas à la gueule. C'est à toi de voir au travers, de lire entre les lignes de l'œuvre. Donc si tu veux réfléchir,
tu vas les voir et si t'es juste con, tu vas juste passer à côté, tu vas juste voir l'histoire d'un jeune qui grind de la vie avec la force de ses propres mains. Également, il y a la relation entre les personnages. Et là, on parlera un peu plus en profondeur des personnages. Bon, déjà, la relation Lucy-David, incroyable. Incroyable. Falco-David, pareil. Main-David, pareil. Toutes les relations avec le personnage principal sont juste exceptionnelles. Il n'y a aucun personnage qui est réellement mis à la trappe. Ils ont tous leur valeur ajoutée à l'œuvre. Surtout qu'il n'y a que 12 épisodes. Hein. Ça veut dire que tu dois tous les voir, tous les apprécier en 12 épisodes. C'est vraiment incroyable. C'est un défi. C'est un défi relevé par le studio incroyable. Pour rapidement revenir sur le personnage, on a déjà traité un peu de David Martinez, donc on va parler des autres. Lucy, qui est-elle? C'est une jeune fille mystérieuse, on ne sait pas d'où elle vient, je n'ai pas envie de te spoil, mais qui est l'une des netruneuses les plus douées de Night City. Qu'est-ce qu'une netruneuse? C'est tout simplement un pirateur. Voilà, pour faire simple, c'est un pirateur. Quelqu'un qui gère les codes et qui peut pirater n'importe quoi pour faciliter les missions. Que ce soit les alarmes, les caméras, qui est capable de faire tout ça. On a Main, qui est le chef du groupe et qui est le professeur de David. On a le Charcudoc, qui est très fou, mais qui a une forme de sagesse, qui essaye de retenir David et de ne pas le laisser plonger dans la folie. On a Rebecca, c'est le petit démon avec des ailes d'ange, totalement fêlé, mais on voit qu'elle a des intentions pures envers David. On voit qu'elle ne veut que son bien et qu'elle ferait tout pour le sauver de sa propre personne. Bref, des personnages, il y en a des tas, je n'ai pas envie de faire le tour, j'ai envie de vous laisser aussi découvrir, mais normalement, vous pouvez comprendre que les personnages sont juste grotesques. Donc la relation entre les personnages est juste incroyable, t'as vraiment l'impression de faire partie d'un groupe grâce aux musiques et grâce au moment que tu vis avec les différents personnages, et t'as juste l'impression vraiment d'être avec eux, d'être dans une bande de potes et de pouvoir participer dans leurs activités. Bon, ne le faites pas IRL, c'est complètement fou. Et attention, maintenant je vais passer à un sujet que moi j'ai kiffé de dingue, mais ça va spoiler. Ça va spoiler énormément sur le personnage principal, donc là je t'avertis. Si tu n'as pas encore vu l'œuvre, tu peux quitter la vidéo et revenir plus tard et me dire ce que toi tu en penses. Maintenant que vous êtes averti, on peut passer à la suite. David Martinez, j'ai kiffé le voir atteindre le rank, le statut. Et je parlais comme si j'étais sur Valorant, mais non, le statut de légende. Ce personnage, je me suis clairement reconnu en lui dans son envie de grind de la vie. Dans le fait qu'il spawn au plus bas de l'échelle et que, à la force de ses mains, il essaye, sans se plier à personne, d'apprendre, de connaître les choses, d'apprendre les filons, les petites techniques pour atteindre le sommet. Mais pourquoi à Night City, David est une légende? Parce que oui, il y a beaucoup de gens qui pourraient dire oui, mais gna gna gna, à la fin il meurt bêtement, pourquoi c'est une légende? C'est une merde. C'est pas vrai. Ça c'est con. Ça c'est tout simplement le raisonnement d'un imbécile qui n'a pas compris les thèmes, les thématiques abordées dans l'œuvre. Qui a regardé juste, qui a binge-watch, qui a regardé sans réellement se poser la question et qui est passé totalement à côté des thématiques de l'œuvre. Déjà, on pourrait simplement parler de sa capacité à tank le chrome. Et personne, à part Adam Smasher, n'a pu subir autant de chrome que David. Main, on a vu comment il a fini, mais Adam Smasher, lui, même lui, Adam Smasher, le reconnaît chez David. Il dit, ah oui, c'est toi le petit jeune qui t'est chromé à la vitesse de la lumière. Il lui rend ses fleurs. Donc, rien qu'avec ça, tu peux comprendre que c'est une légende dans le monde dans lequel il vit. Ensuite, c'est le seul individu connu dans la CG qui a réussi, en partant de zéro, à faire trembler, pas une, mais 2 méga corporations. C'est comme si un mec seul faisait trembler... C'est fou, tu te rends compte que c'est quand même fou. Voilà, c'est des méga structures qui dirigent le monde. Alors beaucoup diront, oui mais il n'a même pas battu Adam Smasher dans son combat en 1v1. Tu crois que tu regardes Dragon Ball? Tu crois que tu regardes Freezer Son Goku? Non. Non, on n'est pas dans ça, on est plus profond que ça. Déjà, quel était le but de David à ce moment-là? Sauver Lucy des mains d'Arasaka. Pourquoi il fallait sauver Lucy? Tout simplement parce que c'était la netruneuse la plus douée de Night City et peut-être du monde, car elle venait d'Arasaka de base. C'était une des enfants piégés par Arasaka pour récupérer des données dans l'ancien web. Et il voulait la récupérer pour l'envoyer là-bas, pour qu'il puisse devenir encore plus puissant. Alors qu'il combattait Miditech, donc une des 2 méga corporations de l'œuvre, il a appris que Lucy était en danger. Donc il les a tous éteints. Il a éteint toute l'armée, enfin une partie de l'armée de Miditech, et il est allé rush la tour Arasaka pour tout simplement sauver sa bien-aimée. À partir de ce moment-là, où tu bats l'une des plus grandes armées du monde, tu leur fais déjà poser un genou au sol, parce que normalement ils ont peur de personne. Personne n'est capable de les terrifier, tu vois, de le terroriser. Mais lui il l'était. Il était capable de le faire. En arrachant sa femme des mains d'Arasaka, il a infligé la première défaite à une méga corporation. Il a prouvé au monde entier que même les dirigeants du monde pouvaient saigner. Et ça me rappelle la scène dans 300 où
Léonidas envoie la lance dans Xerxès. Oui, les gens vont dire, oui, mais il l'a pas tué, c'est nul. T'as rien compris, toi. On vient de trouver l'idiot du village. Le débile de service, c'est toi. C'est toi, bravo. Milieu de silence. Non, plus sérieusement, le but de Léonidas n'était pas de tuer Xerxès. Son but, c'était tout simplement de montrer à tout le monde qu'il pouvait saigner et qu'il était humain comme tout le monde. Et que ce n'était pas un dieu comme d'autres l'appelaient à ce temps-là. Et c'est parce que Léonidas a montré à tout le monde et qu'il a infligé une blessure à un homme qu'il a montré qu'il était faillible. Et donc là, c'est la même chose avec David Martinez. David Martinez a combattu 2 mégacorporations, leur a infligé des défaites aux 2, et il a montré au monde entier qu'on pouvait affronter les mégacorporations et qu'on pouvait affronter ceux qui dirigeaient le monde. Car ce n'est que des humains, et que ce qui les régit et qui les rend puissants, c'est juste l'argent. Donc il prouve que ceux qui font en sorte qu'il y a des faibles et des forts dès la naissance peuvent être détruits. Et c'est une légende au point même que les développeurs du jeu Cyberpunk 2077 lui ont confié des petits clins d'œil dans le jeu. Il y a quelques allusions, il y a quelques tags à son effigie, il y a même sa veste, l'héritage de sa mère qui est jouable. Donc, si ça ce n'est pas une légende, alors je ne sais pas ce que c'est.